Pour commencer, je vous propose de regarder une petite vidéo. C'est une vidéo qui retrace les grands instants de l'histoire, les étapes clés, on va dire, de Sound Sarwek. C'est une vidéo qui est sortie tout récemment. Je m'appelle Guillaume, je vis à Nantes. Tout petit déjà, j'avais mes propres outils. Je démontais tout dans la maison. Je rêvais d'inventer quelque chose qui change la vie des gens. Comme beaucoup d'ados, j'avais du mal à me lever le matin. Alors je me suis dit, et si on inventait un réveil qui vous sort du lit grâce à une bonne odeur de café? J'ai travaillé des jours pour fabriquer un prototype dans mon garage. C'est comme ça que le Sound Sarwek est né, le premier réveil olfactif. Mais une invention qui reste dans un garage, ça sert à quoi? J'ai découvert un concours Google et je suis arrivé en finale, à San Francisco. Et là, tout est allé très vite. Mon invention a fait le buzz. J'ai lancé les premiers prototypes industriels. Les équipes Google m'ont aidé à créer mon site internet et à développer mon activité à l'international. J'ai commencé à créer mes propres parfums, à produire en série. Aujourd'hui, j'ai pu embaucher 15 personnes et mon réveil fait le tour du monde. En sortant de mon garage à Nantes, je n'imaginais pas aller jusqu'à Tokyo. Je m'appelle Guillaume Roland, j'ai 21 ans. Je suis bricoleur, inventeur et chef d'entreprise. Voilà, donc ce que vous avez vu, c'était une petite rétrospective de comment le projet est né d'un garage et a pu aller, là on parle jusqu'à Tokyo, donc c'est un nouveau marché, on vient de se lancer au Japon, et quelles ont été les grandes étapes. Et donc, bon, bien entendu, une vidéo, c'est facile à faire, mais entre-temps, il y a eu tout un cheminement, et c'est ce qu'on va essayer de voir sur cet échange-là, qui est ouvert, donc n'hésitez pas à m'interpeller si vous avez des questions pendant la présentation. Donc le tout premier prototype, alors ce n'est pas celui-ci, même si celui-ci était encore qu'à son stade embryonnaire, c'était un prototype à l'époque avec de l'Aquilux, c'était des plaques d'Aquilux que j'avais collées et avec une carte Arduino que j'avais mis à l'intérieur. Donc j'étais encore au lycée, en terminale, et c'était pour me dire comment arriver à une solution plus douce, plus naturelle pour se réveiller le matin. Donc il y avait la luminothérapie. J'avais acheté un produit luminothérapie, ça ne m'avait pas convaincu. Je me dis comment pouvoir stimuler tous les sens. Et la partie olfactive n'avait pas été développée, n'avait très peu d'innovation finalement autour de ce sens-là. D'où l'idée de Sound Sarwek, qui est un produit qui a inclus des capsules, pour notamment des capsules 100% naturelles comme le jasmin ou la menthe, que l'on met dans le produit et qui va vous permettre de se réveiller de manière naturelle avec également une lumière et une mélodie, l'usager. Donc c'était au début un concept, un POC, donc un Proof of Concept qui a été réalisé grâce à un premier prototype. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la première boîte en carton. Un prototype qui a été, et c'est la première vraie étape du produit, qui a été candidat au concours Innové de Sensei Junior, dont on a les représentants ici et qui ont un stand ici à Makerfair. C'était un concours que moi j'adorais. J'étais abonné depuis tout petit à Sensei Junior et tous les mois j'ouvrais le magazine vraiment à la page, c'était avant-dernière page, et je regardais qui avait gagné le concours Innové, et quelle était l'invention. C'était vraiment on va dire un challenge depuis tout petit de un jour pouvoir avoir la page du concours Innové. J'avais eu la chance à 13 ans de pouvoir avoir cette première page avec une première invention, c'était un infuseur à thé. C'est ce que vous l'avez vu aussi dans la vidéo au tout début quand je dis j'aimais développer des prototypes. Donc cet infuseur à thé, c'était un bras robotique qui permettait de touiller le sachet de thé automatiquement. Et au bout d'un certain temps de le relever. C'était vraiment le pur concept de l'invention qui est resté à son stade d'invention de garage, parce que le marché n'était pas vraiment là, le produit était très gros, beaucoup trop cher à fabriquer, mais c'était une idéation d'un concept d'avoir un thé parfaitement infusé, et surtout une idéation une concrétisation d'un projet avec un prototype, un brevet aussi. Ça a été mon premier brevet déposé, notamment avec le soutien de Sensei Junior qui nous met en relation avec l'INPI, et ça m'a montré que finalement même à 13 ans, donc à cette époque-là j'étais encore au collège, on peut à partir de pas grand-chose, des bouts de bois et des bricoles, développer un produit, alors pas en faire un sur le marché parce que c'était encore le thé infuseur, c'était encore qu'un stade vraiment très prototype, mais qu'on pouvait aller avec très peu de choses pouvoir potentiellement aller loin. Donc quelques années ont passé et le Sound Sarwek a recandidaté au concours Innové, donc j'ai eu la chance de pouvoir être lauréat une seconde fois. Et dans la foulée, où là je sentais que pour le coup ce produit-là, qui était du coup beaucoup plus abordable et touchait beaucoup de monde, le réveil
Alors il y a des statistiques, il y en a beaucoup des statistiques, mais c'est près de 80% des Français ont un mal fou à se réveiller le matin. 50% d'entre eux ont déjà pensé avoir voulu péter leur réveil au matin. Bon, il y a des statistiques qui montrent que le réveil et les Français, c'est souvent deux choses très opposées. Et puis même, on parle de Français, mais partout dans le monde, voilà, c'est un instant, de la journée qui est très importante, qui va aussi conditionner, pourquoi pas, une bonne matinée, une bonne journée. Et en termes d'innovation, si ce n'est la projection de l'heure sur le plafond ou la luminothérapie, il n'y a pas eu énormément de choses à l'époque où j'avais eu l'idée de Sensorwalk. Donc le produit, et c'est pour cette volonté d'aller plus loin, a été présenté au concours Google Science Fair, donc le concours dont on parle dans la vidéo. C'est un appel à projet pour tous les jeunes. Je vois qu'il y a Elliot qui est là et qui a été également l'année d'après au Google Science Fair. Et je suis très content de pouvoir voir qu'en plus les projets du Google Science Fair, la plupart du temps, continuent très loin et ça c'est chouette. C'est un concours qui accueille des jeunes de à peu près, on va dire 14 à 18 ans et qui peuvent mettre leurs projets innovants, scientifiques, technologiques en ligne et pouvoir faire partie des 15, alors maintenant c'est 20, à aller dans la Silicon Valley, à Mountain View, donc le saint graal de tous les futurs ingénieurs en herbe, présenter leur projet et pour après se faire accompagner par Google si il y a une volonté du porteur de projet d'aller plus loin. Ça a été réellement mon électrochoc en me disant bon, le petit infuseur, il était resté dans le garage. Hein, à l'heure où je vous parle, il prend la poussière, l'infuseur raté. Mais en tout cas, ce Sensorwalk, je voulais absolument aller plus loin parce que je sentais qu'on pouvait avoir un prix compétitif et il pouvait s'inclure dans un réel bénéfice consommateur final avec un produit qui puisse s'adresser à un maximum de personnes. Et en termes de prix, surtout faisable pour le mettre sur le marché. Et donc, le Google Science Fair a apporté une visibilité importante, de l'aide aussi. Ça a été important parce qu'à 18 ans, quand on veut créer sa startup, on ne sait pas trop à qui s'adresser, on ne sait pas qui voir, on ne sait pas qui contacter. On peut rencontrer plein de gens qui vont avoir à peu près 10 000 sons de cloche différents sur les étapes à suivre. Il n'y a pas d'étapes à suivre par défaut, mais en tout cas, c'est un moment clé pour avoir à la fois des mentors et des gens qui peuvent vous accompagner et surtout être bienveillants, donc pas forcément des gens qui ont un intérêt commercial dans votre produit, mais qui vont être bienveillants parce qu'ils ont suivi le début du projet et qu'ils ont envie... c'est souvent la personne, hein, mais la personne a envie que le projet puisse grandir. Il y en avait chez Google, il y en avait chez d'autres industriels que j'ai pu rencontrer, et ça a été ce concours le déclic. Donc le prototype s'est transformé en un prototype V2, donc là vous le voyez, c'était encore pas très beau, mais c'était des plaques de PVC que j'avais fraisées pour les assembler en les collant, toujours avec une carte électronique. Cette fois-ci, la technologie de capsule était un peu plus poussée, sachant qu'au tout début, c'était des feuilles de menthe que je prenais dans mon jardin. J'allais dans les labos de mon lycée le soir et je faisais de l'hydrodistillation. Vous voyez la galère. C'était parce que je voulais absolument faire de tout de A à Z. C'était mon premier objectif. Souvent un maker veut tout faire. Il peut acheter un truc, mais non, il faut qu'il le fasse. Et c'est ça qui est génial parce qu'on apprend aussi comme ça. Donc au tout début, c'était de l'huile essentielle de menthe du jardin. Et après, voilà, ce second prototype, avec le temps, s'est transformé en quelque chose d'un peu plus technologique, avec un brevet déposé. Et donc à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas le proposer sur le marché. Et quel est le meilleur moyen de le proposer sur le marché avant de lancer des frais et des sommes que l'on n'a pas, c'est de le proposer à la prévente. Et donc j'ai fait une campagne Kickstarter. Donc c'était il y a un peu plus de 3 ans, à peu près 2 semaines après avoir créé légalement la startup, hein, donc une SAS, ce qu'il y a de plus classique, on va dire. En France, on a un pays où on peut créer rapidement et facilement, ça c'est clairement pas un problème. Et le produit a été mis sur Kickstarter. Donc à l'époque, c'était ce produit-là. Et à ce moment-là, on n'était que 2. Et le produit a pu faire un peu plus de 200 000 $ de précommande en 30 jours. Et donc là, ça a été le vrai catalyseur, le vrai starting, on va dire, le vrai tremplin pour le projet commercial, parce que ça a prouvé qu'il y avait une demande, que potentiellement le produit pouvait répondre à un besoin, et que surtout cet argent-là, ce qu'on pourrait appeler cet argent de précommande, crowdfunding, pouvait servir à, bien entendu, développer le design industriel. Et ça a été l'aboutissement de ce voyage à San Francisco et à Mountain View, donc là dont on voit là c'était la finale. Ça te rappelle des souvenirs, Elliot. Et surtout une visibilité importante à travers cette campagne-là. Donc une visibilité médiatique, mais aussi auprès des partenaires industriels. Le but d'une campagne de crowdfunding, c'est pas tant de faire des précommandes, même si c'est quand même l'objectif principal, c'est surtout de se créer une campagne marketing à moindre frais.
Donc des grands groupes peuvent se payer des spots de pub dans TF1, ils savent le faire et ils peuvent le faire. En tout cas, une start-up qui n'a pas un sou en poche ou du moins qui a que sa bonne volonté pour faire parler de son produit, eh ben, une campagne de crowdfunding, c'est une vitrine médiatique, pas assurée, parce qu'il faut quand même donner de soi pour faire parler de son produit, mais en tout cas un vrai vecteur de communication à moindre frais et une validation d'un marché, ou du moins pas une validation, mais une pré-validation d'un marché pour se dire bon bah le produit peut se lancer. Et ensuite pouvoir bien entendu au-delà de la communication et des médias, pouvoir s'appuyer d'influenceurs. Donc ça c'est peut-être un influenceur qui vous parle, c'est Unbox Therapy, c'est un Américain qui fait des unboxings, c'est son métier, pas mal comme métier. Et il donne son avis sur les produits, il ouvre des produits. Et ça, il est assez connu, il a quasiment 9 millions de gens qui le suivent. Donc ça aussi, ça a été une étape importante, qui s'est fait dans la foulée du Kickstarter avec plusieurs personnes. Bon, là, c'était un peu différent, ça s'est fait après celui-ci, mais qui a donné une vraie envergure au produit. Et une fois qu'on a ça, donc une fois qu'on a les précommandes et qu'on a qu'un concept, on se dit merde, bah, il faut qu'on livre. Ça, c'est le début des galères, et on a toute une transition à faire de son prototype maker qu'on avait, dont on est très fier et qui a bien marché sur Kickstarter, à un produit qui va être réclamé très rapidement par les précommandes, parce que c'est des gens, voilà, on a une dette envers eux, il faut livrer le produit et la qualité demandée. Et là, il y a un vrai gap. Donc c'est un peu déboussolant, surtout à 18 ans, parce qu'on rencontre beaucoup de personnes qui nous disent non mais tu n'y arriveras jamais, faire un produit c'est impossible, il faut des moules, c'est très compliqué. Et voilà, ça s'est fait étape par étape. La première vraie étape, ça a été de nous développer un design, un vrai design de produit. Donc ça a été hyper important, le design a participé grandement au lancement commercial du produit. Donc on est parti sur quelque chose de beaucoup plus aérien. On a un écran qui s'est mis comme flottant dans le produit, avec un espace beaucoup plus intuitif pour la capsule qui a été mise vers le haut. On a gardé vers le haut une surface tactile pour régler l'heure de manière très rapide. Voilà, là, vous voyez le produit. Ça a été clé. Et ensuite, il y a bien entendu l'étape des moules, où là, on a utilisé en fait l'argent des précommandes. Et c'est ça qui est super dans un Kickstarter, c'est qu'on peut utiliser, c'est du BFR, donc des besoins en fond de roulement négatif. C'est qu'en gros, on a avant la trésorerie pour après faire fabriquer et livrer. Ce qui est absolument génial. C'est le rêve d'un entrepreneur, c'est d'avoir du BFR négatif. C'est une aubaine pour pouvoir accélérer son projet, tout en validant le marché. Donc le produit s'est fait faire. La première fabrication, et on a présenté le concept, on a présenté les premiers prototypes finales industriels au CES en quelques mois après. Donc la campagne crowdfunding était en mai 2015, et en janvier 2016, on était au CES pour présenter le produit final, qui était une étape hyper importante. Donc le CES, c'est le Consumer Electronics Show, c'est la grande messe de toutes les personnes qui veulent présenter leurs produits électroniques. Et c'est the place to be pour rencontrer les distributeurs, les industriels, les investisseurs. Il y a énormément de monde. On a eu la chance d'avoir un Innovation Award, qui est un prix qui récompense quelques innovations du CES et qui permettent il y en a tellement, il y en a plusieurs dizaines de milliers, qui permettent de les sortir du lot. Donc ça a été une vraie opportunité pour nous, et surtout de rencontrer nos distributeurs, parce qu'à cette époque-là, on n'avait que nos clients de précommande, qu'on n'avait pas encore livrés en plus. Donc on était encore à un stade, certes un peu plus mature industriellement, mais encore très précoce et très peu avancé commercialement. Et là, on a rencontré nos futurs partenaires. Donc c'est des GSS qu'on appelle grandes surfaces spécialisées, donc Fnac, Darty, Boulanger, qui se déplacent là-bas au CES. Des partenaires distributeurs, parce qu'il faut, pour adresser tous ces magasins, quand on est une petite marque au début, faire appel à des distributeurs, ce qu'on pourrait appeler grossistes, qui achètent le prix, ils vont laisser des marges après pour les magasins, achètent en quantité. Ça a été une vraie étape, une étape qui fait sortir vraiment de sa zone de confort. Quand on va au CES, c'est physique, c'est sportif. C'est à peu près 3 jours, c'est un sprint de 3 jours, mais avant les 3 jours, c'est un marathon à peu près de 3 mois où il faut préparer le show. Donc alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà allés, en tout cas j'espère que pourront aller un jour dans leur vie. C'est absolument fantastique de pouvoir rencontrer tous les acteurs en 3 jours, au même moment, au même endroit,
Voilà, ça donne il y a une vraie adrénaline et ça donne surtout le peps pour commencer l'année parce que c'est tout début janvier. Le CES, c'est du 5 au, à peu près du 5 au, un peu avant le 10 janvier. Et on y retourne cette année aussi pour présenter d'autres produits. Donc ça a été une étape clé. Et ensuite, on a lancé en magasin le produit. Donc ça a été notamment, voilà, c'était quelques articles de presse qu'on a pu avoir au CES. Ça a été alors les magasins, tac, 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 on a quelques noms, mais ça c'est la plus grosse fierté qu'on peut avoir et que je pense que potentiellement les makers peuvent avoir un jour, c'est de pouvoir se dire le prototype a pu être partagé, donc que ce soit en open source, où ça c'est une grande fierté parce que tout le monde peut le réutiliser et en faire profiter d'autres personnes, ou bien de manière physique à travers un réseau de distribution. En tout cas, moi, quand j'étais petit et quand j'envoyais mes dossiers de candidature à Sensei Junior, mon but, mon Graal, c'était un jour d'aller chez Darty et dire mon produit peut être dans un magasin. C'était comme un rêve ultime. Donc ça a été vraiment une grande fierté avec toute l'équipe de pouvoir se dire, bon, voilà, on a développé ce réseau de retail. Aujourd'hui, on est dans à peu près 200 magasins en France, avec Fnac, Darty, Boulanger, donc les trois gros GSS classiques. On a développé le Sensorec 2, qui est la version 2 du produit. La 1, j'y reviendrai juste après pour parler justement de l'itération, mais la 1 n'était pas totalement parfaite, il y avait encore pas mal de bugs. On a beaucoup appris sur notre version 1, donc on a sorti une 2 assez rapidement, moins de 9 mois après. On a une troisième version qui est sortie en juillet. On a refait un Kickstarter, pareil, j'y reviendrai juste après. On a utilisé Kickstarter, mais pour une autre raison. Et, 2 phases de Kickstarter, c'est la phase amorçage, on va dire, de concept, et puis maintenant la phase plutôt juste avant de lancer un produit sur le marché, on utilise Kickstarter comme, on en a parlé, vitrine, mais surtout comme amorce pour trouver les bons pays où on va se lancer après. Parce qu'on sait qui nous a acheté dans quel pays, et ça c'est royal quand on veut faire une étude de marché à faible coût. Donc voilà 2 exemples de retail. Donc à gauche, c'est Harvey Nichols. C'est une chaîne de magasins à la fois en Angleterre et en Asie aussi. Et là, c'est les Galeries Lafayette. À gauche, c'est Harrods. Et là, c'est le BHV. Donc ça a été important. Il fallait développer le packaging. Il fallait développer les POS, donc les PLV, ces publicités sur le lieu de vente. C'est pas forcément à quoi on pense quand on est maker et quand on a le prototype au début, mais finalement c'est ce qu'il y a de hyper important, c'est savoir bien dessiner un univers de vente, marketing autour de son produit, même si c'est encore qu'au stade embryonnaire. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est demandé très vite. Et même quand c'est encore qu'un stade prototype, c'est important de pouvoir l'image de marque du produit qui n'existe pas encore puisse être commencé à être développé. Et le premier truc qu'on m'a dit de faire quand j'étais encore au stade de prototype au Google Science Fair, c'est créer ta page internet, ta landing page, un truc très connu, et accumule un maximum d'emails. Et c'est un réflexe, mais tout bête. Mais faire parler de soi si on n'a pas de but précis, faire parler de son invention s'il n'y a pas de but précis derrière et on perd toute l'attention qu'on a pu avoir, ça sert à rien. Donc récolter les emails, récolter une base de fans, une communauté, c'est le plus important quand vous allez après lancer votre produit. Et on dit souvent une campagne Kickstarter, si vous n'avez pas 30 000 emails, on va dire vraiment d'intéressés qui ont fait le geste de pouvoir mettre leur email en disant je suis intéressé, donnez-moi des nouvelles. Voilà, c'est ce 30 000 qui est beaucoup, qui est dur à atteindre, mais qui est hyper important. Il faut se créer cette base de communauté. Je parle de 30 000 pour un produit autour de 100 euros. Après, si vous faites des télescopes à 4 000 euros, si vous en avez déjà 500 qui sont très intéressés, c'est plutôt bien parti. Donc ça dépend beaucoup du prix, bien entendu, du produit, mais la communauté que vous allez pouvoir créer est radicalement et hyper importante. Et je pense que ça a été un des facteurs pour le Kickstarter, de fait qu'il puisse bien commencer. Parce qu'on avait mis cette landing page qui était très moche mais qui prenait des emails. On avait fait aussi un sondage, un truc tout bête. On avait envoyé un mail à tous ces gens qui nous avaient déjà donné leur email en disant
Dites-nous quel parfum vous voulez qu'on développe. Si demain vous voulez vous réveiller avec Saint Sorbeck, parce que c'était qu'une idée à cette époque-là, quel parfum voulez-vous avoir? Donc on a engagé la communauté aussi à parler avec nous, à nous dire de leurs impressions, ce qu'ils voulaient, leurs attentes. Et ça les a engagés en d'autant plus communiquer le projet. Et ça, c'est royal, c'est la voie royale pour lancer un produit, c'est d'avoir en amont sa fanbase, de ses futurs clients. On dit souvent que quand on lance une campagne Kickstarter, c'est les premières 24 heures, voilà, ce sont les plus importantes, même si ça dure 30 jours. Mais sur ce premier jour, voire sur ces 2 premières heures, il faut absolument essayer d'atteindre très rapidement notre objectif de précommande. Je parle de Kickstarter, mais il y a Indiegogo, il y a Ulule qui est présent en salon, il y a KissKissBankBank, il y en a d'autres. Voilà, ces premiers instants de lancement, c'est là où votre communauté va vous suivre et va croire en vous et va donner les ambitions du projet. Ensuite, tout récemment, et ça c'est aussi une étape importante pour la société, donc on s'est lancé dans les magasins en France, on s'est lancé aussi avec les hôtels pour le produit, donc on peut retrouver les produits dans quelques chaînes d'hôtels et on essaie de continuer à bien développer ça. Donc on propose l'innovation Saint Sorbeck à des chaînes comme Barrière ou des groupes français comme Accor, avec des distributions de produits à la fois innovants qui apportent du bien-être aux guests. Donc on coche plusieurs attentes que peut avoir l'hôtellerie. Ça a été important, c'est savoir diversifier son produit. Souvent quand on a une idée, un prototype, on va plutôt penser à la technique, comment ça va fonctionner, mais si l'étape d'après, c'est de penser à qui va l'acheter. Parfois, il faut un peu prendre du recul en disant que ce n'est pas forcément notre consommateur final, mais ça peut être le B2B, un revendeur ou une autre personne à laquelle on n'aurait pas forcément pensé naturellement. Parce que le B2B, c'est dur. Vendre un produit au B2C, excusez-moi, c'est dur. Vendre directement au consommateur final, surtout en hardware, c'est compliqué, en produit physique. Et donc, parfois, se prendre du recul en disant mais qui va pouvoir aussi utiliser et acheter mon produit. Les hôtels, ça nous est paru pas comme une évidence, parce qu'on n'y avait pas pensé au début, mais en tout cas comme quelque chose de très intéressant, et ça l'est aujourd'hui, c'est une vraie diversification, et c'est du B2B, donc on vend à l'hôtel, et après l'hôtel en fait partager à ses clients, et en plus pour nous c'est bien, parce que ça crée une sorte de showroom, les produits sont découverts dans les hôtels, et derrière peuvent être achetés, donc c'est une vraie opportunité, c'est quelque chose d'important, et je pense que ces questions qui sont majeures au début se doivent d'être posées en pouvant un peu prendre du recul en disant je vais peut-être pas vendre mon produit au consommateur final parce que ça va coûter cher, l'acquisition est très chère, la bataille de vendre un produit à un consommateur final c'est souvent des échecs, c'est très compliqué, mais est-ce que je ne le vendrais pas plutôt à un gros site ou une entreprise tierce qui pourront développer et exploiter ce produit-là que je fais. On a fait aussi un produit avec Disney et dont on a été, ça c'est la 3e étape après les hôtels. On a été assez fiers aussi, c'est le Saint Sorbeck pour les enfants. On a eu la chance de travailler avec un industriel qui s'appelle Lexibook et avec des licences comme Reine des Neiges. Donc on a licencié notre concept, notre technologie de Saint Sorbeck autour du parfum également, et on a développé ce produit-là avec donc des licences comme Reine des Neiges, comme Mignon avec Universal, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui dans les magasins et qui est en vente. Ça aussi, ça montre que finalement l'idée initiale qu'on a peut par itération aller encore plus loin, peut aller sur d'autres marchés. Le marché des jouets, il y a 3 ans, je ne voyais vraiment pas le produit s'inscrire dans ce marché-là, et pourtant, voilà, on est très content aujourd'hui d'avoir ça sur le marché. Ça a été une vraie opportunité. Pardon ? Alors, quelle odeur? C'est une très bonne question. Alors, pour Reine des Neiges, je vais vous aider. C'est menthe poivrée. C'est quelque chose de très givré autour de la neige, etc. Et pour les mignons, je pense que vous allez deviner très rapidement. C'est la banane, ouais. C'est la banane. Et donc, pour tous les parfums, on a la chance aussi de collaborer avec une entreprise qui s'appelle Givaudan, qui a été un des premiers acteurs du départ, qui est le leader mondial des industries des parfums et des arômes, et qui développe ces parfums à la fois authentiques, qui développe aussi pour nous notre gamme 100% naturelle de parfums. Ça aussi, c'est une des étapes, je pense, clés dans tout parcours d'un maker, futur entrepreneur, c'est de pouvoir s'adosser à des partenaires plus gros, parce que tout seul, on va souvent peut-être plus vite, mais moins loin. C'est la phrase bien connue, mais c'est vrai, je pense, et je l'ai vécu.
Donc il y a des partenaires qui vont pouvoir vous coacher. Donc moi ça a été le cas par exemple avec Google, avec ce concours et puis cet accompagnement par la suite. Et puis il y a d'autres partenaires qui vont pouvoir co-développer avec vous et vous supporter dans l'innovation. Donc là ça a été le cas avec Givaudan. Givaudan c'est un gros groupe, c'est un groupe suisse qui est coté là-bas et qui a cru en nous assez rapidement. Toute notre première gamme de parfums à l'époque du tout premier Kickstarter avait été déjà réalisée par Givaudan. Ils sont également rentrés au capital, c'est-à-dire que c'est un groupe qui a investi dans la startup. On a levé des fonds il y a 1 an pour continuer notre déploiement dans d'autres marchés. Et aujourd'hui, on co-développe un nouveau produit qui est autour du sommeil avec ce groupe-là, qui est un produit qui va vous favoriser un meilleur endormissement et une meilleure qualité de sommeil. C'est notre prochain, je vous tease, c'est teasing, c'est le prochain produit qui sera sur le marché avec des gammes de parfums 100% naturels. Et c'est avec ce genre de groupe qu'on peut aussi aller plus vite, parce qu'ils ont des moyens beaucoup plus conséquents. Donc rester loup solitaire, c'est peut-être une des erreurs que, en tout cas quand on porte un projet, on veut avoir tout maîtrisé, tout contrôlé. Finalement, c'est peut-être pas la bonne solution si on veut que ça puisse être développé et même parfois concrétisé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup parfois de personnes qui disent bon, c'est mon projet, c'est mon bébé, personne n'y touchera, personne pourra partager le succès avec moi, c'est bien. Donc si on y arrive tout seul, c'est d'autant plus valorisant et c'est encore mieux. Mais en tout cas, c'est vrai que parfois il faut savoir se dire bon, voilà, il y a des interlocuteurs qui pourront me faire avancer rapidement. Je vais essayer d'en profiter, je vais essayer de saisir l'occasion. Et ça a été notre cas importante, qui est très important. On représente donc en 2019 une nouvelle gamme de produits, des nouvelles licences. On présente notre produit pour le sommeil, donc au CES prochain. On a un stand. L'équipe aujourd'hui est basée à Nantes, mais on a la chance de pouvoir travailler avec des distributeurs dans pas mal de pays dans le monde, en Europe, en Asie, et on va bientôt se lancer aux États-Unis. On a commencé à travailler avec Target, qui est un distributeur, un magasin là-bas où ça s'est plutôt bien passé. Donc on annoncera quelques nouvelles au CES 2019. On présentera également notre nouveau Sensor Wake avec la gamme de capsules 100% naturelles. On a refait un Kickstarter en juillet dernier, donc c'est tout récent. On a refait 200 000 $, donc on était contents. Ça nous a permis cette fois-ci pas de valider le concept parce que le produit était déjà sur le marché, mais on l'a utilisé un peu différemment. C'est plutôt un relais de lancement de produit. On va annoncer au retail, regardez, on a un nouveau produit, une nouvelle gamme de capsules. On a déjà fait X précommandes. Bon, le produit est déjà sur le marché, il y a déjà ses petits frères sur le marché, mais voilà, la relève est là, la gamme est là, et ça nous a permis de faire encore une fois une super campagne marketing à moindre frais grâce à une plateforme de précommande comme Kickstarter. C'est une aubaine, et je pense que là dans Maker Faire avec tous ces produits, voilà, il y a Ulule qui est là et c'est un super bon signe. Beaucoup mériteraient de pouvoir être dévoilés au grand public et pouvoir être voilà, s'inscrire dans un bénéfice client direct et de précommander. Et c'est la force, parce qu'il y a 20 ans ça n'existait pas. Il y a 10 ans non plus, quasiment pas. Il y a 20 ans, moi, j'aurais été un peu... j'aurais pas eu Arduino, j'aurais pas eu Kickstarter, donc j'aurais pas été là, et beaucoup de gens n'auront pas été là, je pense. On a cette chance d'arriver au bon moment avec des technologies qui nous permettent de faire rapidement et des moyens qui nous permettent d'exécuter loin et vite. Donc ça, c'est une vraie aubaine. Ça passe par la partie électronique, la partie industrialisation. Alors nous, on fabrique une partie, les parfums sont designés en France, mais une partie est faite en Chine. Donc l'électronique aussi, c'est ça, c'est la réalité, c'est de faire sourcer là où ça existe. Et aujourd'hui, nous, c'est là-bas. Encore une fois, il y a 30 ans, c'était le Far West. Ça aurait été impossible, en tout cas moi tout seul, de pouvoir aller là-bas et sourcer et faire industrialiser le produit. Ça aurait été très compliqué. Aujourd'hui, c'est possible. On a également le financement, le capital risque qui s'est beaucoup développé et qui accompagne les startups. Ça aussi, c'est une aubaine. Voilà, donc tous les arguments sont là pour dire à quelqu'un qui a un projet, ok, vas-y. Et puis surtout, quand on est jeune, on a cette chance de pouvoir... on peut avoir peu de contraintes, pas de maison à rembourser, pas d'enfants, pas de femme. C'est l'âge idéal pour entreprendre, même si les taux de succès de start-up sont le plus fort pour les personnes autour de 40-50 ans. Ça a été prouvé.
parce que bien entendu, l'expérience joue énormément. En tout cas, voilà, peut-être que la relève des futurs entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, va faire changer ces données-là, mais c'est une aubaine, l'époque est la bonne, et puis c'est surtout pouvoir faire réaliser ses rêves. Le premier prototype de la machine à thé, je ne pensais pas une seule seconde, pouvait amener un produit qui puisse, quelques années après, être sur le marché. Et ça, aujourd'hui, je suis super content de pouvoir le partager aussi avec vous et pouvoir voir qu'il y a plein d'autres produits qui vont être demain. Je l'espère aussi sur ce Maker Faire des produits sur Kickstarter, sur Ulule et dans le marché, ou en open source pour que ça puisse profiter à un maximum de personnes. Donc merci d'être en 2018, bientôt en 2019. Ça, on a de la chance. J'espère qu'en tout cas, cette brève présentation et des étapes vous a pu apporter des éléments concrets pour porteurs de projets. Alors, il y en a ici dans la salle et autres. Et si vous avez des questions particulières sur les étapes de Sensorwake ou autres, n'hésitez pas à les poser. Oui. Merci. Donc bravo, hein, Guillaume, pour tout ce parcours surtout. J'avais une question par rapport à Google Science Fair, parce que clairement, ça a été un gros déclencheur chez toi et sans ce concours, peut-être tu n'aurais pas été aussi loin. Et je voulais savoir comment ils t'accompagnaient et jusqu'où ils allaient. Est-ce qu'ils ont des parts dans ta société? Parce qu'en fait, ils passent beaucoup de temps, ils t'ont quand même aidé, ils t'ont donné beaucoup de clés. Et du coup, c'est quoi la contrepartie pour eux de tout ça? Alors c'est une très bonne question. Alors ça a été un vrai tremplin. Alors à la fois médiatique, ça a impacté la visibilité simplement du concept, hein, qui était peu connu des personnes. Donc ça a apporté de la visibilité, mais au-delà de ça, les équipes Google ont un accompagnement dans un programme avant qui s'appelait Moteur de réussite. Donc Google va montrer que Google n'est pas qu'un simple moteur de recherche, même si c'est le plus connu d'entre tous, mais que les outils de Google numériques peuvent accompagner à la réussite d'une entreprise, les outils du quotidien que Google propose, donc notamment des outils pour l'e-commerce, donc comment créer son site internet, ils en parlaient un peu dans la vidéo, comment faire ses pubs, comment s'internationaliser. Tout ça, on les a utilisés au quotidien pour pouvoir vendre notre produit partout dans le monde via Internet. Ça a été aussi une des plus grosses raisons du développement à travers les différents pays qu'on a cités. Ça, c'est un vrai accompagnement et c'est vital pour un entrepreneur qui veut que son produit puisse être connu et développé partout dans le monde. Et puis après, c'est bien entendu, à 18 ans, encore une fois, on ne sait pas grand-chose, c'est l'humain. Donc c'est différent pour tout le monde, mais des personnes qui vont prendre du temps. Il y avait une personne chez Google, ça a été l'une des premières personnes que j'ai rencontrées, qui est responsable de la communication, qui m'a simplement appris à envoyer un communiqué de presse à des journalistes. Chose qu'à 18 ans, on ne sait pas faire. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie un texto, on envoie un SMS, un email, voilà. On ne sait rien du tout, on part de zéro. Et c'est ce temps qui est tellement précieux, qui n'a pas de valeur monétaire, mais qui est hyper important pour démarrer un projet. Donc, bon, soit on a de la famille qui est entrepreneur, donc c'est chouette, on peut demander, c'était pas mon cas. Soit on a un parrain, un business angel qui va mettre les 500 000 euros c'était pas mon cas non plus. Donc il faut avoir ce pool de personnes qui vont croire au projet et qui vont s'adosser à celui-ci. Et Google l'a été pour moi dès le début, et ça c'est chouette. Pas de contrepartie, non. Google ne prend pas de part dans les sociétés. Eux, ils veulent vraiment montrer que Google, à travers leurs outils, peut être un moteur de réussite pour les startups, pour les associations et pour les indépendants, auto-entrepreneurs. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les étapes? Alors juste après, je serai autrement à côté, si vous le souhaitez, à côté sur le stand de Sciences Junior, justement, si vous voulez poser des questions plus discrètes. Ouais. En fait, je travaille pour Sciences Junior, donc j'ai rencontré Guillaume il y a de nombreuses années et suivi son parcours de près. Justement, le concours Innover, qu'est-ce que t'a apporté le concours Innover?
Pour des très jeunes, je pense que c'était dès 10 ans où on se rend compte qu'on peut commencer à bricoler et faire des choses de soi-même. C'est un challenge. C'est déjà, il faut toujours, pour avancer, je pense, avoir des rêves. Mais ça, c'est pour tout. Quelqu'un qui veut devenir chef, grand chef étoilé dès son plus jeune âge, voilà. Il faut toujours avoir des rêves. Et c'est bête, hein, mais qu'un média puisse proposer une page, et alors, il y a un prix également. Sensible Junior, c'est le concours Innov, 1000 euros quand on gagne. Vous imaginez, 1000 euros à 13 ans, on est milliardaire, là. C'est la fin du monde. Donc ça a été c'est vraiment c'est énorme, hein, 1000 euros pour un jeune. Et donc c'est à la fois une vraie carotte parce que on va se dire avoir sa page, faire partie de cette sélection. C'est un peu qui ne connaît pas le concours des inventeurs qui lisent Sensible Junior. Je pense que bon, à peu près tout le monde le connaît. Et je pense que c'est beaucoup de gens qui le lisent avant tout, en tout premier, les toutes premières pages sont le concours Innové, parce que c'est facile à lire. Et souvent, on se dit en lisant ça, mais j'avais eu l'idée, merde, il y a 2 ans, j'aurais voulu faire pareil. Donc, je me dis, pourquoi pas moi? Et puis, bon, le dossier d'inscription n'est pas compliqué. Hein, donc je me suis lancé. J'avais un cousin qui a mon âge, qui est fan également. Et depuis qu'on est tout petit, on fait que de parler de ce concours. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on le fasse un jour. Donc j'avais fait l'infuseur AT à 13 ans. Et il l'avait vu, il était rouge, parce qu'il disait, merde, pas moi, je fais chier. Et un an après, il a remporté le concours avec un produit qui était pour sécher les chaussures pour les temps de pluie. Donc ça montre que se fixer des challenges est hyper important. C'est dans le cadre d'un concours quand on est très très jeune, mais c'est dans le cadre de tous les jours de la vie d'entreprise. C'est hyper important. Et donc, c'est des genres de concours qui puissent mettre le pied à l'étrier. Et je pense que, bon, déjà en France, c'est rare qu'on n'a pas beaucoup de science fair en France. Ce terme n'existe pas, alors qu'aux États-Unis, la Maison Blanche accueille des jeunes projets scientifiques pour les présenter devant Barack Obama. Alors, Trump, je ne sais pas s'il va le faire, mais en tout cas, c'est vraiment ancré dans leur culture. Maintenant, avec Maker Faire qui s'implante, c'est génial parce que ça évangélise tout ça. Mais en France, il y a très peu de science fair. Il y a très peu de concours d'animation. Sensible Junior est quasiment un des seuls. Autrement, c'est des concours internationaux. Et il y a le Google Science Fair qui fait partie de ça, qui accepte les candidatures partout dans le monde. Et c'est rare, parce qu'autrement, c'est des science fair aux États-Unis qui n'accueillent que des étudiants américains ou canadiens. Et donc, bien entendu, un jeune qui a envie d'avoir un produit et qui a envie d'aller plus loin que le simple prototype à faire présenter à ses sœurs ou à ses frères va se tourner vers ça. Et heureusement que ça existe aujourd'hui. Il peut en profiter et c'est peut-être demain une société qui va pouvoir développer, des personnes qui vont pouvoir embaucher. Donc, ça a un vrai intérêt aussi pour la société de demain. Et ça, j'en suis convaincu. Et j'espère que tous ces projets et tous ces concours vont pouvoir continuer dans le futur proche. Je me permets, mais je voudrais rajouter quelque chose. Je voulais parler un peu de l'échec. En fait, moi aussi, j'ai participé au concours Innové et j'ai perdu. Aujourd'hui, donc l'idée que j'avais proposée, elle est commercialisée actuellement. Et voilà. Mais j'ai continué. Donc voilà, j'avais participé, donc j'étais un peu plus jeune aussi. C'était en me voyant aussi d'ailleurs que j'ai essayé après. Et donc j'avais porté ma candidature et tout, et ça n'avait pas porté fruit. Mais j'ai continué après, et j'ai encore vu Guillaume Roland qui participait au Google Science Fair, et du coup j'ai re-essayé, et j'ai suivi aussi tout son parcours. Et puis cette fois-ci, donc ça a porté ses fruits, donc j'ai remporté un prix au Google Science Fair, et c'était quelque chose de super chouette. Mais encore aujourd'hui, je continue à participer à des concours et à continuer des projets. Je perds hyper régulièrement, et enfin, voilà, et je passe ma vie à me casser les dents en essayant des projets. J'ai vu pas mal de projets et d'idées à moi qui ont été refaites après. Donc voilà, donc c'est le cas du projet que j'avais proposé, qui est maintenant commercialisé, etc. Mais en même temps, j'en retire que du bon, parce que du coup, moi, je ne serais pas allé au bout de cette idée. Parce que j'ai inventé ça et ça m'a apporté beaucoup à moi, mais de toute façon des idées on en a plein, et il faut vraiment essayer de s'engager dans des trucs comme ça et tout, et de pas avoir peur d'après échouer et après avoir des regrets si
si on n'a pas réussi et que d'autres ont réussi à aller au bout de ces choses-là. Je pense que c'est vraiment important de... Hier, je parlais, parce que je présente donc, au Maker Faire, et je parlais avec des personnes qui osent pas. Et je veux dire, personne ne le saura si vous avez essayé de participer à un concours et que vous avez échoué. Par contre, si jamais vous réussissez, c'est énorme. Et voilà, et je pense que oui, comme tu disais et que tu le soulignais, c'est vraiment une chance qu'on a d'avoir des concours qui sont ouverts comme ça à tout le monde. Donc il y a le concours Sciences et Vie, n'importe qui peut y participer. Et c'est un dossier. Donc alors oui, ça prend du temps. Alors, certes, ça prend du temps, mais on peut le voir aussi comme un jeu. Et voilà, passer du temps là-dessus, c'est super chouette et ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, et je pense que c'est vraiment une chance. Merci, et je partage à 300% tout ce que tu as dit. C'est une vérité. Et puis, en effet, c'est surtout dans un vie d'entrepreneur, des échecs, c'est à peu près tous les 3 ou 4, 5 minutes. Donc, c'est comme ça qu'on avance encore et encore. On se casse les dents et puis on y va. On a toujours des objectifs plus hauts et puis on essaie de les atteindre. Et tous ces concours-là, c'est aussi pas qu'une chance pour les jeunes qui vont pouvoir en profiter, c'est aussi demain les entreprises qui pourront créer et potentiellement aussi les emplois qui pourront créer. Et ça, c'est une réalité. Donc il faut que ça dure. Et peut-être même que d'autres concours vont exister et ça sera chouette. Donc une vraie chance de pouvoir avoir ça. Encore une fois, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et il fallait mieux être né sous une bonne étoile avec des gens qui pouvaient vraiment aider pour que ce projet puisse devenir réalité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il suffit d'un peu de bonne volonté ou, en effet, de pas de peur de l'échec parce que autrement on n'avance pas beaucoup pour pouvoir vivre son rêve et pouvoir développer son produit ou son service. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou des questions à Elliot aussi qui est au niveau de la partie agriculture, c'est ça? De Maker Faire? Partie 3. Super stand. Je conseille vivement. Non, en tout cas, ce qu'a dit Elliot, c'est vraiment fort. Et si vous avez des enfants ou si vous-même vous portez des projets, allez-y. La chance, c'est qu'on puisse avoir ce genre de concours et d'accompagnement. La chance, c'est que vous puissiez vous approcher de produits maintenant très portés de main. Il y a 20 ans, il fallait être un chercheur en électronique pour pouvoir faire des objets qui se connectent entre eux. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc profitez-en et lancez-vous. Et puis surtout échanger aujourd'hui avec cette Maker Faire ce week-end, c'est le meilleur endroit et le meilleur moment pour se faire le plein d'idées, potentiellement peut-être votre idée de demain. C'est un des meilleurs endroits, je pense, au monde où on peut ressortir de là avec une idée d'entreprise ou une idée de produit à développer, à prototyper, ou même à se conforter si on a déjà cette idée en rentrant ici dans ce salon. Merci pour votre attention et puis bonne Maker Faire.